Voilà, on démarre. Je commençais à parler, mais je parlais dans le vide. Bienvenue à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On va démarrer tranquillement, on va commencer par une introduction. Bienvenue à ce premier webinaire organisé par l'UPP, donc l'Université populaire de permaculture, autour d'un sujet permaculturel. On reviendra sur la thématique en question dans quelques instants. C'est une nouvelle initiative qui a été lancée par le conseil d'administration de l'UPP au cœur de tout un tas d'autres initiatives sur lesquelles on travaille depuis maintenant un an et demi. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place au cœur de l'association et on en est ravis. Voilà, on a beaucoup travaillé pour la communauté et ça va venir au fur et à mesure. Là, ce webinaire, c'est le premier. C'est une initiative qui a été lancée par Nawel Bergou, qui est également présente et qui va interagir avec vous à travers l'onglet Discussion. L'onglet Discussion se trouve en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à échanger, à poser vos questions. C'est l'endroit pour le faire. Voilà, Nawel vous fait coucou. C'est la première thématique, mais il y en aura d'autres. Dès le 22 janvier prochain, entre 13h et 14h30, donc sur le même créneau horaire, on va avoir un deuxième webinaire autour de la thématique assez complexe également, les conflits, les enjeux de pouvoir, tout ce qui touche à la sécurité émotionnelle dans le monde permacole. Donc encore un beau sujet à traiter pour notre communauté. Évidemment, on vous renverra cette information prochainement, mais d'ores et déjà, vous pouvez noter le 22 janvier, 13h pour ce second webinaire. Voilà. Et puis, il y en aura d'autres. Vous êtes invités toutes et tous à nous envoyer vos sujets. Si vous souhaitez animer, présenter, on sera là pour vous accompagner, mettre en place tout le décorum pour s'assurer que tout fonctionne bien d'un point de vue technique et puis en termes de communication. Mais vous avez tous des spécialités, des expertises. Donc, si vous avez envie de partager un sujet, vous êtes les bienvenus. Pour l'instant, ce sont les membres du conseil d'administration, effectivement, qui lancent les sujets en question. Mais il ne faut pas qu'on soit les seuls. Donc, il y a de l'expertise partout dans cette salle. Je reconnais quelques amis proches et je les invite effectivement à nous faire signe pour pouvoir venir présenter leur propre thématique. Voilà, voilà. Bon, il est presque 13h10, donc on va rentrer doucement mais sûrement dans le vif du sujet. Que vous dire d'autre avant qu'on attaque? Peut-être une rapide présentation de ma personne. Donc, je vous l'ai dit, je suis Grégory Levaux, je suis formateur et permaculteur. Alors, formateur pas seulement en permaculture, mais de manière générale, sur tout ce qui est système complexe et notamment les projets et les contrats complexes. Donc, il a fallu que je m'intéresse assez tôt à la complexité sous tous ses aspects. Et voilà, c'est un sujet absolument passionnant. Je vais essayer de vous présenter avec le plus de pédagogie possible pendant cette heure et demie qui va venir. Et puis, vous serez les bienvenus. Si vous avez des questions, on les prendra. Alors, on a coupé les micros parce qu'on enregistre ce webinaire de manière à ce que vous puissiez le revoir et puis le partager ou s'assurer que ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre puissent également le voir, le revoir. Mais toutes vos questions, envoyez-les par l'onglet discussion. Nawel est là pour les capter et pour me les transmettre. Et puis ensuite, on les prendra plutôt en fin de présentation. Voilà, on vous donnera le temps nécessaire pour traiter un maximum de questions. Voilà. Alors, je vais afficher maintenant la présentation et puis on va attaquer doucement. Hop. Donc, on vous a préparé quelques slides qui devraient normalement s'afficher maintenant sur votre écran. Voilà. OK, parfait. Donc, la thématique du jour, vous l'aurez compris, tourne autour de la complexité, plus spécifiquement comprendre la complexité au sein des écosystèmes naturels. Et c'est un vaste sujet. Voilà, il est organisé par l'UPP en partenariat avec Organic Résilience Permaculture. Organic Résilience, c'est notre centre de formation avec Nawel sur ce sujet absolument passionnant et vaste. Et on peut difficilement s'intéresser à la permaculture sans également s'intéresser à la complexité. Et ce n'est pas simple, même si la complexité est un sujet absolument essentiel. Malheureusement, on a une vision très, très linéaire du monde vivant et du coup, ça nous empêche de développer une compréhension qui va au-delà d'une causalité linéaire. Et ça, c'est très problématique et ça nous fait faire un certain nombre d'erreurs, comme on va s'en rendre compte à travers pas mal d'exemples tout au long de la présentation de cette thématique. Et je pense que malheureusement, étudier la complexité, c'est une chose absolument indispensable pour nous toutes et tous. Pour autant, il faut accepter nos limites. On n'a pas les capacités cérébrales qui vont nous permettre d'embrasser complètement la complexité et de la comprendre de A à Z. Et même si on peut en comprendre
certains tenants, certains aboutissants et les grands principes. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ensemble sur ce temps réduit. On ne pourra pas tout saisir et on ne le pourra sans doute jamais. On aura toujours une vision qui reste assez partielle, comme j'expliquerai un petit peu plus tard. Voilà. Mais c'est déjà important de le savoir, parce que savoir qu'on n'a pas forcément une vision totalement globale, c'est prendre du recul et être peut-être un peu plus prudent que ce qu'on a l'habitude de faire quand il s'agit d'interagir avec les écosystèmes naturels. Alors, remerciement spécial à Edgar Morin, qui est un auteur français que vous connaissez sans doute, voilà, centenaire maintenant, qui a beaucoup écrit, notamment sur la complexité. Il a développé un cursus autour de la complexité depuis des décennies maintenant. Cocorico, il est français, Edgar Morin, et j'ai beaucoup appris à travers ses lectures et ses différentes présentations, et on a la chance en France d'avoir quelqu'un qui a travaillé sur ce sujet-là, qui le fait encore, donc n'hésitez pas à creuser la question si vous intéresse auprès d'Edgar Morin à travers ses différentes lectures, et puis des vidéos aussi qui circulent beaucoup sur Internet, notamment intervenu à l'ESSEC. Il a tenu une chaire sur la complexité et le MOOC, c'est-à-dire la formation en ligne, est encore disponible. Voilà. Donc, on va avancer doucement en entonnoir. On va essayer de comprendre d'abord ce qu'il y a derrière ce terme complexité, qui est souvent un terme très galvaudé et finalement ne correspond pas toujours à ce qu'on a en tête. Et puis ensuite, on ira vers les principes incontournables. On essaiera de faire le lien, bien évidemment, avec les écosystèmes naturels, en quoi ces écosystèmes naturels sont complexes et comme sur le monde permacole et permaculturel, parce qu'évidemment, c'est aussi pour beaucoup de personnes dans cette salle virtuelle que le webinaire est fait, et il y a beaucoup de permaculteurs, et donc c'est intéressant qu'on fasse le lien dans notre quotidien de permaculteur sur la thématique de la complexité. OK, allez, on démarre avec cette première slide qui nous présente d'un côté l'image de la mayonnaise et de l'autre une montre, l'horlogerie suisse. D'accord ? Et la question qui se pose, c'est complexe ou compliqué ? Alors, complexe ou compliqué ? Alors, commençons par l'horlogerie suisse. Je pense qu'il est assez évident pour l'immense majorité d'entre nous que démonter une montre et la remonter intégralement, c'est extrêmement compliqué. Ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, ça ce n'est pas une capacité que j'ai. Et donc, c'est quelque chose que je n'arriverai pas à faire. Et pour autant, cette horlogerie suisse de précision n'est absolument pas complexe. En revanche, est complexe la mayonnaise, sans pour autant qu'elle soit compliquée. Et donc là, déjà, on commence à s'embrouiller en se demandant, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que j'avais imaginé la chose. Quand quelque chose est complexe, c'est finalement un synonyme de compliqué, et absolument pas. Et c'est une première grosse erreur qu'il va falloir dépasser. Complexe et compliqué, ce ne sont absolument pas des synonymes, mais alors vraiment pas du tout. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, quelque chose peut être complexe sans être compliqué, et quelque chose peut être compliqué sans être complexe. D'accord ? Bon, voilà. Ça, on va garder cette image forte en tête. La mayonnaise est complexe, mais pas compliquée, et voir un petit peu ce qu'on en fait. Ça ne nous donne pas encore la définition de la complexité. Donc, on va essayer d'aller deux et trouver une définition, et on verra si elle nous éclaire davantage. Que nous dit le Larousse, puisqu'il faut revenir à la base, sur la complexité ? Alors, je suis allé chercher pour vous. Ça ne m'a pas beaucoup renseigné, puisque le Larousse nous dit la complexité, c'est le caractère de ce qui est complexe. Voilà. Ça, c'est très typique d'une définition de Larousse. Quand on n'a pas envie d'avoir la réponse, autant aller chercher dans le dictionnaire. Parce que ça ne nous renseigne toujours pas. En fait, si on n'a pas compris ce qu'il y avait derrière le mot complexe, on ne peut pas saisir la complexité. Donc, je suis allé chercher ailleurs et puis je me suis renseigné auprès des experts, et notamment d'une personne qui s'appelle Alain Barra, qui a beaucoup travaillé sur le sujet avec une approche très scientifique et qui nous dit qu'un système complexe, c'est un système qui est composé d'un grand nombre d'éléments, interagissant sans coordination centrale, sans plan établi par un architecte et menant spontanément à l'émergence de structures complexes. Bon, c'est un peu mieux, c'est plus complet, mais pour autant, on retrouve en fin de définition la terminologie structure complexe. Et encore une fois, c'est très limitant, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il y a derrière ce mot complexe. Par contre, il semblerait que ces systèmes complexes, et les écosystèmes naturels, bien évidemment, en font partie, soient constitués d'un grand nombre d'éléments. Donc, ça a l'air d'être d'une première propriété très importante. L'absence de coordination centrale, donc c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place spontanément ou qui a peut-être été mis en place initialement par une personne ou une force, une entité quelle qu'elle soit et quelles que soient nos croyances. Et puis ensuite, finalement, ce système s'autodéveloppe tout seul. Il n'y a pas de plan établi.
bon, donc l'absence d'architecte, et cette notion d'émergence spontanée qu'on va effectivement retrouver dans quelques instants à travers les grandes caractéristiques. Bon. Donc, on en sait un petit peu plus, mais ça ne nous permet pas véritablement encore de comprendre en quoi la complexité est utile, pourquoi il faut étudier la pensée complexe et pourquoi on doit la faire sienne au quotidien, qu'on soit permaculteur ou non, bien évidemment. Bon, puisque la définition ne suffit pas, essayons d'aller voir du côté des caractéristiques incontournables. Est-ce qu'il y a des grandes caractéristiques, des grandes propriétés de la diversité qui nous permettraient de mieux cerner à travers des exemples ce que pourrait être la complexité? Et effectivement, il y en a. Un système complexe a toujours les mêmes propriétés. Il y en a beaucoup. Je vais me limiter sur cette heure et demie à celles qui sont les plus importantes, les plus accessibles dans une introduction au sujet et qui finalement sont faciles à capter pour le commun des mortels parce qu'on a ces propriétés partout autour de nous. Donc, je les cite rapidement et puis ensuite on va aller voir dans le détail l'émergence, l'interdépendance, l'auto-organisation, l'instabilité, le fait que toujours beaucoup d'incertitudes et d'imprévisibilité dans un système complexe. Et puis, bien sûr, le fait d'étudier en long, en large et en travers, avec quelques exemples à la clé, pour pouvoir mieux comprendre cette thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Bon. Avant ça, il peut être intéressant d'avoir en tête quelques exemples de systèmes complexes. Et là, on sera vraiment armé pour pouvoir aller dans le détail et devenir des experts de la pensée complexe. Et il suffit de regarder ce qu'on a autour de nous. Une plante, c'est un système complexe. D'accord ? Une mycorhize, l'association, la symbiose entre le mycélium d'un champignon et puis les racines d'un végétal, c'est un système complexe. Une fourmilière, de par son organisation, c'est un système complexe. Alors, une fourmilière, c'est un système, et puis au cœur de ce système, il y a des fourmis, d'accord ? Et ces fourmis, dans leur manière de mettre en place une gouvernance, génèrent un système complexe. Le corps humain est un système complexe. Le corps humain est extrêmement complexe, comme on pourra en reparler un peu plus tard. Le corps humain, il est fait de cellules, il est composé de bactéries, il s'organise ensuite autour d'organes, etc., etc. Et on est complètement dans une logique de la complexité. Si on continue à aller vers des exemples croissants, l'Union européenne, système complexe. La relation entre ces différents pays qui constituent aujourd'hui l'Union européenne des 27 est clairement un système complexe. Et c'est un système à la fois complexe et compliqué. Tout à l'heure, on disait qu'un système complexe comme la mayonnaise n'est pas forcément compliqué. On va se rendre compte que souvent, malgré tout, un système complexe peut être compliqué. Le climat, qui nous intéresse tous directement. Je pense que si une grande partie d'entre vous est présent dans ce webinaire, c'est parce que vous avez une sensibilité à ce qui se passe autour de nous et de la réflexion autour des écosystèmes naturels. Nécessairement, on pense au réchauffement climatique. Et le climat est complexe. C'est ce qui fait qu'on peut toujours essayer de le modéliser. Il y aura toujours une part d'incertitude et d'erreur, et on s'en est bien rendu compte ces dernières années. Et puis, les écosystèmes naturels sont complexes, et c'est notre sujet du jour, parce que c'est peut-être autour de nous le système complexe le plus large, et on verra qu'on y est complètement intégré, et qui doit nous intéresser de prime abord, parce que on vit dedans, on vit avec lui, et si on n'a pas une meilleure compréhension de ces écosystèmes naturels, malheureusement, nous-mêmes humains, on aura beaucoup de mal à s'en sortir. Bon. Et puis, il y a un petit exemple sur la droite, c'est une question. L'IA comme intelligence artificielle, est-ce que c'est un système complexe, oui ou non? Est-ce que ça répond complètement à la définition qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose de spontané, sans architecte, sans plan établi? Certains considéreront que c'en est un, d'autres pas encore. Je pense que la réponse est entre les deux. On peut sans doute imaginer que l'immense majorité des intelligences artificielles aujourd'hui ne sont pas complexes, qu'elles restent des systèmes dits simples, puisque la simplicité, le système simple, c'est l'inverse du système complexe. Le système simple, par définition, c'est un système dont les éléments sont mis les uns à côté des autres, bout à bout, on les imbrique, et comme notre horloge suisse tout à l'heure, ou notre montre, finalement, une fois qu'on l'a démonté, quand on connaît le plan, quand on connaît la logique, on peut le remonter, et ce n'est pas un souci, d'accord? Donc, il n'y a rien de complexe à cette idée-là. L'intelligence artificielle, c'est ça, finalement, c'est du code qui a été créé par un architecte, qui est l'humain, ou parfois une intelligence artificielle qui a été créée par une autre intelligence artificielle, mais finalement, il y a un programme établi qui fait grosso modo ce que lui a demandé de faire. Bon. Mais on se rend compte que l'intelligence artificielle, comme beaucoup de systèmes informatiques, évolue. Vous avez tous en tête la notion d'anomalie ou de bug en matière du système informatique. Une anomalie,
dans un système informatique va parfois faire dériver le système informatique vers autre chose que ce qu'on avait préétabli pour lui. Et là, on commence à toucher à la logique des systèmes complexes. Les systèmes complexes, c'est aussi ça, c'est qu'il y a des mutations, il y a des anomalies qui ont des effets positifs ou négatifs et qui vont faire évoluer le système. Mais l'intelligence artificielle, telle qu'elle est envisagée, avec la puissance qu'on est en train de lui donner, se dirige effectivement vers une logique de complexité. Donc, exemple à garder aussi en tête par rapport à tout ce qu'on va étudier maintenant à travers les grandes caractéristiques. Alors, on y va. On attaque avec la première caractéristique et on va parler de l'émergence. L'émergence, on la retrouve à travers l'exemple de la mayonnaise de tout à l'heure. La mayonnaise, finalement, c'est quoi? C'est un système et au cœur de ce système, il y a des éléments, comme dans tout système. Savoir s'il est simple ou complexe. On dit si les éléments fabriquent, mais que finalement ils restent totalement indépendants les uns des autres, qu'on peut les séparer et pour autant réussir ensuite à les rassembler, on est sur un système simple. La montre en était un bon exemple. La mayonnaise, à la base, on a du vinaigre, de l'huile, du sel, du poivre, un œuf. Donc ce sont des éléments pris séparément qui, lorsqu'on les mélange, créent quelque chose de nouveau, qu'on appelle la mayonnaise. Et ce quelque chose de nouveau génère une émergence dans la mesure où semble en termes de goût, en termes de texture et même en termes de couleur aux éléments pris séparément. Et c'est ça, un système complexe. D'accord ? C'est-à-dire que maintenant, si face à la mayonnaise, je souhaite la démonter, la déconstruire et récupérer mon sel, récupérer mon poivre, récupérer mon œuf, c'est plus possible. Et c'est le propre du complexe, c'est qu'on ne peut plus extraire un des éléments sans que ça ait des conséquences sur l'intégralité du système en lui-même. D'accord ? Et donc, ce système, parce qu'il est complexe, génère une émergence. Ça peut être une bonne surprise lorsque le tout est supérieur à la somme des parties. Et puis parfois, c'est une moins bonne surprise lorsque cette émergence, en fait, elle génère quelque chose de moindre que cette somme des parties. Et ça dépendra du point de vue. Finalement, c'est une vision qui est très anthropocentrée. Celui qui n'aime pas la mayonnaise ne trouvera pas que le tout est supérieur à la somme des parties. D'accord ? Donc, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en système complexe, il y a toujours quelque chose de différent qui se crée. Et cette différence, on ne la retrouve pas dans les composantes des différents éléments du système lui-même. D'accord ? Les éléments ont le système complexe a des composantes, des caractéristiques que les éléments ne possèdent pas. D'accord ? Donc c'est important à savoir parce qu'on va se rendre compte que cette émergence, on ne la maîtrise pas tout le temps. On est nous-mêmes à la base parfois de l'entretien, de la maintenance, voire certaines fois de la création de systèmes complexes, et on est parfois surpris par le résultat, on ne s'y attendait pas du tout. Là, c'est exactement ça l'émergence. Elle n'est pas tout le temps complètement prévisible, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de logique linéaire du tout en matière de complexité, on reviendra sur ce détail. Ça pose du coup la question de l'émergence en matière d'intelligence artificielle. Et comme on l'a dit, l'intelligence artificielle, système complexe, probablement de plus en plus. Que va-t-il émerger d'un système complexe comme celui-ci lorsqu'il sera effectivement complètement indépendant? Émergeront des choses qui seront positives ou négatives, on le verra bien, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas encore anticiper. Donc ça, c'est la première chose, et c'est une caractéristique incontournable, essentielle, passionnante, mais pour autant, comme beaucoup des propriétés des systèmes complexes, qui n'est pas forcément maîtrisée par le commun des mortels. Quoi d'autre? L'interdépendance. Voilà une deuxième grande caractéristique des systèmes complexes qui nous dit finalement que tous les éléments qui constituent ce système sont intimement liés. Chaque élément du système est en totale interdépendance avec les autres. Ils sont plus qu'imbriqués, ils sont cimentés. Encore une fois, gardez toujours l'exemple très très simple, simpliste même, de la mayonnaise. Mais ce n'est pas parce que c'est simpliste que ce n'est pas complexe. Et on voit bien qu'effectivement, les éléments de base, encore une fois, les différents condiments, sont reliés les uns aux autres et on ne peut rien y faire. On ne peut pas les récupérer. Et donc, il va falloir accepter cette logique d'interdépendance. Et on a beaucoup de mal à le faire, nous. On dépend totalement d'autres organismes vivants pour survivre. Voilà, en tant qu'humains. Parce que nous ne sommes pas des êtres autotrophes, comme le sont les arbres, par exemple. Ça signifie autotrophe qu'on est capable de trouver notre propre énergie, notre propre nourriture pour pouvoir grandir, évoluer et survivre tout simplement. Un arbre sait faire ça.
l'organisme humain est hétérotrophe. Et en ce sens, puisqu'il est hétérotrophe, malheureusement, il doit aller trouver son énergie, sa ressource, sa nourriture ailleurs. D'accord ? Donc, on est complètement dépendant à un niveau macro de la faune et de la flore. La faune pour les omnivores, la flore uniquement pour les végétaliens et les véganes. Mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas produire nous notre propre énergie. En tout cas, pas celle qui va nous permettre de survivre. D'accord ? Donc, on est totalement dépendant. Et malgré tout, on a du mal à l'accepter. Et c'est ce comportement qui refuse l'acceptation de notre relation au monde macroscopique qui va générer un certain nombre de dérives dont on va parler plus tard. Et puis, on a aussi une dépendance au niveau microscopique. Tout le monde ne le sait pas, mais on a au sein de notre organisme humain, le corps humain, 10 puissance 12 cellules. D'accord ? Donc, le nombre de cellules qui constituent notre corps, c'est 10 puissance 12. On est souvent surpris d'apprendre le nombre de bactéries qui vivent en nous et sur nous. Alors, en nous, il y en a partout, mais principalement au niveau des intestins, mais également sur la peau. D'accord ? Et on vit en symbiose avec ces micro-organismes qui nous protègent et qui se développent aussi grâce à nous. Eh bien, le nombre de bactéries sur et dans l'organisme humain, c'est 10 puissance 13. Donc, on a 10 puissance 13 bactéries pour 10 puissance 12 cellules. Ça interroge quand même, ça pose la question de savoir si l'homme est un organisme unique ou finalement une colonie d'organismes. Donc, continuer à considérer que l'homme est capable de s'en sortir seul et complètement maître de son destin, c'est totalement oublier au niveau macro comme au niveau micro cette très très forte interdépendance qui fait que de toute manière, voilà, il est impossible d'être seul, ça n'a absolument aucun sens. D'accord ? Et encore une fois, c'est normal. Nous sommes nous-mêmes, à travers notre organisme, un système complexe qui faisons partie de systèmes complexes plus larges que nous. Et donc, on ne peut pas échapper à cette deuxième caractéristique qui est l'interdépendance. Bon. Malheureusement, on a du mal, beaucoup de mal. C'est mis en place depuis, dans certains pays, des siècles, dans d'autres, des millénaires, une dualité entre ce qu'on appelle d'un côté la nature et de l'autre la culture. Il faut entendre le mot culture comme la société, c'est-à-dire ces règles, cette gouvernance, ces modes d'interaction qu'on a créés entre nous les humains et uniquement entre nous les humains. Et puis, à côté de ça, la nature, c'est-à-dire ce qu'on considère être l'environnement naturel, donc tout ce qui n'est pas nous. Et on a la chance d'avoir un grand auteur en France, anthropologue, Philippe Descola, qui a écrit un livre exceptionnel qui s'appelle Par de la nature et culture, et qui nous invite fortement à repenser cette dualité qui est fausse, totalement fausse. On ne peut pas imaginer qu'il y a la nature d'un côté et de la culture de l'autre. C'est une construction purement humaine, et c'est sans doute ce qui nous tient à distance de la compréhension de la complexité et à distance du respect des écosystèmes naturels. Et un changement de paradigme est aujourd'hui obligatoire parce que tant on reste avec cette dualité en tête, malheureusement, on se distingue de la nature, on se place généralement au-dessus d'elle parce qu'on en a une vision très utilitariste et ça nous met dans une situation très délicate pour nous-mêmes puisque, à force de la voir comme un sujet purement utilitaire, on finit par l'abîmer, pour ne pas dire la détruire. Donc, il faut aller au-delà de tout ça et comprendre ce que Fernando Pessoa, qui est un poète portugais, né à Lisbonne, il avait découvert ça à travers ses mots bien avant Descola. Il nous a livré un poème magnifique et je vais vous le présenter maintenant. On va lire juste quelques strophes, pas tout, mais il y a un aspect incontournable qui nous permet de repenser notre lien au vivant. Et je vous lis ces quelques lignes, et puis après, je vous explique comment Descola a resynthétisé tout ça à travers sa pensée. Alors, par un jour excessivement clair, jour où perçait l'envie d'avoir beaucoup travaillé, afin de ne pas travailler du tout en ce jour, j'ai entrevu comme une route entre les arbres. Ce qui peut être le grand secret, le fameux grand mystère dont les faux poètes parlent. Donc là, il nous met en haleine, effectivement, on a envie d'en savoir un peu plus. On a l'impression qu'on va découvrir un grand secret, et en fait, c'en est un. Et Pessoa nous annonce juste après: j'ai vu qu'il n'y a pas de nature, que nature n'existe pas. Il y a collines, vallées, plaines, il y a arbres, fleurs, herbages, il y a rivières et pierres, mais qu'il n'y a pas un tout dont cela fasse partie, qu'un ensemble réel et véritable est une maladie de nos idées. Voilà, je vous laisserai lire la suite, mais il faut retenir ici, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans certaines autres civilisations que la nôtre, la nature n'existe pas. Et ça a été dit par Pessoa, ça a été repris par Descola, et je pense que c'est quelque chose vers lequel on doit aller, notamment nous, les permaculteurs, qui nous disons les mains dans la terre et en relation avec les écosystèmes naturels, les écosystèmes vivants de manière générale, et faire le constat qu'effectivement, le mot nature, c'est quelque chose qui a été inventé par les Occidentaux,
aller chercher dans le vocabulaire chinois ou dans le vocabulaire japonais, le mot nature n'existe pas. Ils n'ont pas ce mot, d'accord? Donc, ils ne parlent pas de la nature. C'est quelque chose qui n'existe pas partout dans le monde. C'est vraiment un concept qu'on a créé et on l'a créé en opposition à notre société. Donc, tout ce qui est nature, finalement, et à chaque fois qu'on essaie de la définir, c'est en opposition avec l'humain. Et donc, aussi longtemps qu'on considérera que cette nature dont on parle si souvent est en opposition avec nous, on se tiendra à distance, on retombera sur cette vision utilitariste, ou alors, comme on essaie de le faire maintenant, on essaiera d'en faire des sanctuaires, parce qu'il faut la protéger, parce que l'humain n'est pas bon pour elle, et donc il faut rester à distance, et donc on essaie de créer des grandes réserves naturelles dont l'homme est totalement extrait, et ça ne va pas forcément dans le bon sens non plus, parce que c'est extraire de la nature, alors c'est certes en protéger une partie, mais c'est à nouveau se mettre à distance d'elle. Donc que ce soit une nature sanctuarisée ou une nature utilitariste, malheureusement, c'est une perception qui est fausse et qui va à rebours complet de la logique des écosystèmes naturels et de cette fameuse caractéristique d'interdépendance dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, revoyons ce concept, essayons de faire disparaître cette logique de nature, parlons plutôt des humains et des non-humains, d'accord? On est intégralement dans l'environnement Terre, on en fait partie, on n'a pas le choix, c'est comme ça, et on n'a pas besoin d'inventer un concept qui vient s'opposer à la culture que l'on crée au quotidien. Troisième grande caractéristique en matière de complexité, c'est l'auto-organisation. L'auto-organisation, ça rappelle quand même le quatrième principe du design permaculturel selon notre ami Holmgren, qui est appliquer l'autorégulation et la rétroaction, d'accord. Comme par hasard, on pourrait penser que la permaculture s'appuie sur les incontournables de la complexité, et c'est évidemment bien le cas. Bill Mollison et David Holmgren l'avaient compris très tôt. Quand on lit un peu leurs écrits, on se rend compte que la complexité est présente à peu près partout, et c'est bien normal, notamment parce qu'effectivement, un système complexe a toujours tendance à s'auto-organiser. Je dis encore, la preuve, les non-humains, dans leurs interactions entre eux, n'ont absolument pas besoin de nous. Regardez comment fonctionne un essaim d'abeilles, regardez comment fonctionne une forêt tropicale, ça fonctionne parfaitement sans nous. On a l'impression qu'il y a une gouvernance qui a été mise en place par une force suprême et qui dirige ça d'une main de maître. Quelles que soient nos croyances, une chose est sûre, c'est que ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Bon. Et donc, ça pose question quant à la place de l'homme dans cette volonté de systématiquement interagir avec des systèmes complexes qui ne sont pas le nôtre. Et de se poser la question de savoir si on a une légitimité à entrer en interaction permanente avec ces systèmes complexes et essayer d'y mettre notre grain de sel. D'accord ? Partons du principe que ça s'auto-organise. Notre corps humain, qui est un système complexe, s'auto-organise très, très bien. Faire confiance. Et il faut accepter de limiter notre action, d'accord, et constater que cette gouvernance qui se met instinctivement en place, elle va s'analyser comme soit une symbiose, soit du mutualisme, soit du commensalisme, soit du parasitisme, tu auras du plus et du moins. Mais même si on est sur une logique de parasitisme dans certains écosystèmes, pour autant, l'écosystème naturel, il n'est jamais en péril, d'accord, en tout cas pas de son propre fait. Nous, effectivement, on a tendance à générer des conséquences qui sont maintenant systémiques et qui déstabilisent les écosystèmes naturels. Il n'en demeure pas moins que les écosystèmes naturels, parce qu'ils sont complexes, et c'est propre à la complexité, sont extrêmement résilients. Plus un système va être complexe, et plus il sera résilient. Les réseaux trophiques, c'est-à-dire la chaîne alimentaire, se remet toujours à l'équilibre au final. S'il y a une pullulation d'espèces sur un endroit donné, sur un écosystème donné, sur un biome donné, la pullulation de l'espèce ne dure jamais. Elle finit toujours par être attrapée par ses prédateurs habituels, ou alors de nouveaux prédateurs vont apparaître par la sélection naturelle. Mais ça finit toujours par s'autoréguler, par s'auto-organiser. Et ça, c'est une belle leçon, parce que de temps en temps, il faut rentrer plutôt dans la logique du non-agir. C'est ce à quoi Masanobu Fukuoka nous invite à travers son livre admirable, qui est une des bases de la permaculture, La révolution d'un seul brin de paille. Fukuoka a pensé, réfléchi l'agriculture naturelle et donc l'agriculture du non-agir. Et fait le constat que parfois, ne pas agir, c'est mieux, et que de manière générale, moins on agit, notamment sur les sols, et meilleures sont les cultures. Parce qu'il y a auto-organisation, parce que le sol est un écosystème naturel complexe et qu'il sait très bien se gérer sans nous, et notamment sans nos insecticides et nos pesticides. Voilà, donc à garder en tête cette capacité de résilience qui consiste à se remettre d'un choc,
La Terre a été bombardée de météorites pendant des centaines de millions d'années. Ça n'a pas empêché la vie de perdurer. Voilà. Alors, il y a des espèces qui disparaissent au passage, on pense aux dinosaures, mais la disparition d'une espèce permet à d'autres espèces d'apparaître, on pense aux grands mammifères. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de grands mammifères quand il y a les dinosaures disparaissent, les grands mammifères arrivent. Bon, c'est le propre de la logique de résilience. On se remet d'un choc et on redémarre. Donc, essayons de faire confiance aux équilibres qui se restaurent naturellement. Essayons d'éviter les actions radicales et comprenons qu'effectivement, parfois, nos actions, en fait, finalement, sont surtout liées à une temporalité. De temps en temps, il faut agir parce qu'on a l'obligation d'agir vite pour sauver une culture. Et dans ce cas-là, ça demandera peut-être effectivement de dépasser le non-agir. Et puis d'autres fois, on a le temps, il n'y a pas d'urgence, les choses peuvent se mettre en place sur plusieurs années, et auquel cas, l'absence d'action peut être la solution. Faisons confiance à cette caractéristique d'auto-organisation des écosystèmes naturels. Parlons instabilité maintenant. On continue toujours sur la même lignée, essayer de prendre les propriétés, les incontournables des systèmes complexes. L'instabilité en fait partie. Alors là, ça va être assez court. L'instabilité, ça signifie qu'un système complexe, c'est de la nitroglycérine. C'est-à-dire que si vous le secouez un petit peu trop, malheureusement, il pourrait exploser. Alors, exploser, pas au sens où il est détruit définitivement, parce qu'encore une fois, son fort potentiel de résilience lui permet de se rétablir, mais pas dans l'état initial. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Les écosystèmes naturels ne sont pas en train de mourir. On avance vers une 6e extinction de masse. Ça, c'est une certitude, elle a déjà commencé. Elle va 100 à 1000 fois plus vite que les 5 extinctions de masse précédentes à l'échelle de l'histoire de la Terre. Donc, c'est une catastrophe. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'écosystème naturel Terre va disparaître. Il va se renouveler, il va se remodeler, avec beaucoup d'espèces en moins, y compris peut-être nous. Donc, on ne veut pas ça. On essaie de garder quand même un système stable qui fonctionne au mieux. Et puisqu'on est là entre humains à se parler à travers ce webinaire, qui nous convient aussi et qui nous permet de faire perdurer notre espèce. Donc, danger, la complexité a plein d'atouts. Il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que du négatif. La complexité, elle est. Voilà. L'écosystème naturel, il est. Voilà. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ce qui est sûr, c'est que cette force liée à l'interdépendance génère en contrepartie une instabilité. C'est-à-dire que de temps en temps, lorsque vous retirez d'un système un élément essentiel, malheureusement, c'est tout le système qui va être chamboulé. Voilà. Donc, exemple très simple, on a décidé de cultiver après-guerre en mettant des pesticides, des insecticides, des fongicides dans nos sols, voilà, ce qui paraissait à l'époque une bonne idée. Ça a généré la disparition des insectes, d'accord. Donc, on a quand même 75% des insectes volants, 75% qui ont disparu en 30 ans en Europe, d'accord. Et cette disparition des insectes génère la disparition des oiseaux, puisque dans nos copains françaises, en 30 ans également, on a perdu 30% du volume des oiseaux, pas des espèces, mais du volume des oiseaux. Et ça ne fait qu'accélérer. Donc, à la base, on a une idée de l'homme qui est de mettre des pesticides dans les sols, et en bout de chaîne, on se retrouve avec une population d'oiseaux qui chute. Une population d'oiseaux qui chute, ça a également des conséquences, une réaction en chaîne. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de parasites invasifs dans nos jardins, et ceux qui gèrent des potagers en permaculture le savent, moins d'oiseaux, forcément, c'est plus de limaces et plein d'autres insectes comme ça qui vont pulluler et nous rendre la vie un peu plus difficile. Donc, on est en train de générer une instabilité sans en maîtriser les tenants et les aboutissants. Donc, c'est particulièrement grave. Au passage, je rappelle que 75% de nos fruits et légumes sont pollinisés. D'accord. Donc, les 25% restants, c'est principalement le vent. Ça veut dire que si, effectivement, avec nos insecticides, nos pesticides et autres, on continue à faire disparaître les insectes pollinisateurs, malheureusement, là aussi, on va générer une grande instabilité de notre système. Donc, c'est toujours la même chose. Quand je vous dis que c'est une logique de nitroglycérine, il ne faut pas trop le secouer parce qu'on ne sait pas ce que ça va générer et on ne sait pas où ça va craquer. D'accord. Donc, sachant ça, ça ne nous empêche pas, en 2020, de réautoriser les néonicotinoïdes parce qu'on a eu des mauvaises récoltes de betteraves. Voilà. Malheureusement, les néonicotinoïdes, c'est des insecticides d'abeilles, et alors qu'ils ont été interdits, on les remet en place au premier cri des agriculteurs. Ça ne va pas dans le bon sens. C'est une autre manière d'accentuer cette instabilité.
À chaque fois qu'on va bouger un curseur sur un système complexe, on ne sait pas quel va être l'impact à l'échelle du système. C'est cette logique de réaction en chaîne que j'indique sur la slide, et à laquelle il va falloir faire très, très attention, et essayer aussi voilà, d'éviter de jouer un peu trop aux apprentis sorciers. On n'a pas une connaissance suffisamment complète des systèmes complexes, comme on va le voir dans un instant. Alors, juste, c'est quoi cette caractéristique indiquée ici, perception pour un code? Qu'est-ce que ça signifie? En quoi je vous disais à l'instant qu'on n'a pas une vision complète. Il faut comprendre qu'un système complexe, notamment lorsqu'on vit en son sein, et c'est le cas pour l'homme sur le système Terre, et puis le système Terre à l'intérieur du système galaxie, puis lui-même au sein du système univers, cette vision qu'on a est trompeuse, parce qu'on ne peut pas saisir un système complexe dans sa complétude, en tout cas pas le système Terre, donc pas l'ensemble des écosystèmes naturels. On n'a pas les capacités cérébrales, comme je vous le disais en introduction, qui nous permettent de faire ça, ça n'a pas de sens. On est limité. Et cette limite, il faut comprendre, il faut l'accepter, parce que finalement, nos vérités absolues sont fausses souvent. Elles sont fausses à cause de cette incomplétude. On a une vision trop limitée d'un ensemble. Et c'est difficile à accepter, mais c'est le cas. Et malheureusement, ce n'est pas sans conséquence, là aussi. On a de temps en temps tendance à faire un peu n'importe quoi, et en simplifiant à l'extrême. Et à chaque fois qu'on va essayer de simplifier un système complexe, on va aller dans la mauvaise direction, parce que la simplification, c'est l'antithèse de la complexité. On ne peut pas simplifier un système complexe. On doit vivre avec la complexité, on doit la comprendre au mieux, on doit l'accompagner et se rappeler à chaque instant qu'on n'en voit qu'une partie, qu'on n'en a qu'une vision parcellaire. Et c'est très important de le savoir. Sinon, on commet des erreurs terribles, des interactions chimiques et biologiques très nombreuses, et que nous ne connaissons pas systématiquement. On n'a pas encore tout découvert, et puis on ne découvrira jamais tout. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, on joue un peu aux apprentis sorciers, et puis on crée des catastrophes absolues. J'ai deux exemples intéressants qui sont racontés par des gens bien plus experts que moi. Le premier concerne la manière dont on a géré les bœufs en Inde au début du XXe siècle, enfin, au milieu du XXe siècle. On trouvait qu'ils étaient un peu trop rapidement fatigués, souvent attaqués par des petits parasites, et du coup, ça générait une baisse du rendement et de la productivité de la viande de bœuf. Et on a décidé de leur injecter des anti-inflammatoires, pourquoi pas. Et effectivement, ça les a un peu réveillés. Le problème, c'est que lorsque ces bœufs, de manière très naturelle, sont décédés, en Inde, il n'y a pas forcément les mêmes systèmes que nous dans la gestion comment dire, du décès des bovidés. Il y en a beaucoup qui restent voilà, dans les prairies, et qui sont pris en charge uniquement par les prédateurs naturels, en l'occurrence les vautours. Et ces vautours, donc, qui se nourrissent des bœufs morts, malheureusement, ne supportaient pas la molécule à la base de l'anti-inflammatoire, et ça les tuait systématiquement. Donc un vautour qui mange un bœuf mort euh, et qui s'était fait injecter cette molécule anti-inflammatoire décède également. Donc, quand un prédateur disparaît, ça laisse une place, une niche écologique ouverte. En l'occurrence, la niche écologique ouverte, c'est la nécrophagie. C'est-à-dire que ce sont ces animaux qui se nourrissent d'autres organismes vivants morts. Et une niche écologique vide, elle est toujours très rapidement remplie. Donc, un autre prédateur est apparu, c'est le chien errant. Et donc, les chiens errants qui étaient déjà en Inde se sont démultipliés, ont proliféré, parce qu'ils ont eu un accès à une nourriture extrêmement volumineuse, puisque les vautours, maintenant, ne se servaient plus, puisqu'il n'y en avait plus. Et donc, ils ont proliféré, ils se sont multipliés, ils ont envahi l'Inde, ils ont envahi les villes. C'est maintenant l'Inde le pays où la population canidée est la plus importante au monde, sans aucune capacité de gérer cette population correctement. Et maintenant qu'ils sont dans les villes, ils mordent évidemment les individus, et en mordant les individus, ils transmettent la rage. Et voilà comment une zoonose se crée, avec à la base, à l'origine de cette longue chaîne, la décision de donner des anti-inflammatoires à des bœufs un peu fatigués. D'accord ? Donc, quand je vous disais attention à ce risque de jouer aux apprentis sorciers, ça génère ce type de réaction en chaîne, et c'est extrêmement problématique, notamment parce que quand on a donné aux bœufs l'anti-inflammatoire, on n'avait jamais imaginé qu'on pourrait aller jusqu'à de telles conséquences. Jamais personne n'a pu se dire, si je donne un anti-inflammatoire à un bœuf, alors on va démultiplier l'espèce canidée
et faire réapparaître la rage pardon, dans la population indienne. On ne peut pas. On n'a pas cette perception. On a forcément une vision incomplète. Et puis, il y a un autre exemple qui est très français cette fois, c'est les îles Kerguelen, qu'on appelait les îles de la désolation. Alors, je ne sais pas si elles sont devenues îles de la désolation avant ou après qu'on les ait envahies. C'était des îles totalement vierges hein, d'humains. Et puis, bien sûr, on y a trouvé un intérêt économique, comme partout. Et donc, on a débarqué, il y a ça pas mal de temps maintenant, dans les îles Kerguelen. Et puis, on a laissé un certain nombre de personnes sur place pour faire de la recherche, découvertes scientifiques, etc., tester un certain nombre de choses. Et comme elles sont assez loin de chez nous, c'est dans l'océan Indien, on a fait venir par cargo des lapins qui servaient de garde-manger. Voilà. Aux personnes qui vivaient là-bas et puis aux marins de temps en temps qui arrivaient sur l'île. Bon. Malheureusement, ces lapins, comme tous les lapins, et à chaque fois qu'on implante des lapins quelque part, et ça a été le cas en Australie, ben, ça pullule. Et ces lapins ont des espèces végétales endémiques qui n'existaient que sur les îles Kerguelen. Et ces espèces sont totalement disparues. Donc déjà, mauvaise idée de faire venir le lapin. Mais ce n'est pas le pire, c'est que quand on a fait venir les lapins par cargo, dans les cales, il y avait des rats. Et donc les rats, eux aussi, ne se sont pas gênés pour venir sur l'île. Bon. Donc les rats se mettent à pulluler, bien évidemment, parce qu'ils sont tranquilles sur l'île, il n'y a pas vraiment de prédateurs. Donc la population de rats explose. Ils apportent des pathogènes, ça c'est la première chose. Donc pour le reste du vivant, il y a un certain nombre de pathogènes qui sont transmis par les rats qui posent des problèmes, bien évidemment. Du coup, il faut se régler la situation. Donc l'homme a la bonne idée de faire venir des chats, le prédateur du rat. Et donc on fait débarquer des chats. Et effectivement, les chats s'attaquent aux rats, mais pas seulement, parce que c'est les îles Kerguelen, comme ce sont des îles qui sont très isolées et qui a peu de prédateurs, les oiseaux de ces îles-là ont plutôt tendance à nicher au sol que dans les arbres. Pourquoi nicher dans les arbres quand on peut nicher au sol? Il n'y avait aucun risque à nicher au sol parce qu'il n'y avait pas de prédateurs, donc leur nid était fait directement au sol. Mais un oiseau qui niche au sol, ben, lorsqu'un prédateur chat arrive sur l'île, ben, il n'est pas préparé pour s'en sortir. Et donc les oiseaux en question, là aussi, ont été rasés de la surface de l'île. Voilà. Donc, toujours cet enchaînement de causes et effets qui sont très, très mal maîtrisés. Et puis, on s'est rendu compte que bon, tout ça n'était pas terrible. Et puis, du coup, à force de chasser les lapins, parce évidemment, on les a chassés, ils étaient trop nombreux, de voir les espèces endémiques végétales et puis animales disparaître, il fallait qu'on fasse quand même quelque chose. Donc, on a eu la bonne idée de faire des élevages de rennes, en se disant, voilà, ça c'est le nouveau garde-manger. Un renne, normalement, effectivement, ça mange un peu de végétal, mais on peut le maîtriser davantage. Il n'y aura pas une surpopulation, donc on va réussir à gérer les rennes beaucoup mieux on a mal géré les lapins. On pensait qu'on pourrait les contenir sur l'île principale des îles Kerguelen. Et ce qui est très drôle, c'est que les rennes nagent, et donc ils sont partis envahir les autres îles Kerguelen autour, les autres îlots, et donc ils se sont répandus partout. Voilà. Encore une chose soit qu'on ne connaissait pas, soit qu'on n'avait pas maîtrisé, soit qu'on n'avait pas anticipé, toujours à cause de cette vision totalement incomplète qui, malheureusement, et d'autres échelles, on continue à penser qu'on peut croître dans un monde fini. Et ça n'a pas de sens. Cette logique capitaliste et productiviste extrêmement limitée, là encore, incomplète, nous a longtemps fait penser qu'on était dans un monde infini. On a ressenti le fait qu'on était dans un monde infini parce qu'on ne peut pas le voir dans son ensemble et que les ressources l'étaient tout autant. Et même en le savant maintenant, en le sachant, pardon, parce que voilà, il y a suffisamment de médias qui en parlent et qui nous font comprendre qu'effectivement on est dans un monde qui est fini et que donc les ressources sont limitées, on a malgré tout du mal à changer nos comportements parce que pour qu'on adopte une posture rationnelle, apparemment, il faut vraiment qu'on soit au pied du mur et qu'on voit les effets directs des conséquences néfastes de certains de nos comportements. Donc, on perd du temps, malheureusement, et même si on peut en vouloir à l'homme ou à certains hommes, tout le monde n'est pas responsable. Il y a des peuples racines qui n'ont absolument aucune responsabilité de la capitale océane. On peut aussi expliquer cet aveuglement par le fait que notre incapacité à voir le système qui nous entoure de manière complète vient rediriger notre vision sur les mauvais endroits de ce système et nous donner une impression de grandeur, de volume qui ne représente pas la réalité. Avant-dernière présentation
des incontournables des systèmes complexes. L'incertitude et l'imprévisibilité, je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez logique pour vous. C'est la continuation directe de tout ce que je viens de vous dire jusqu'ici. On ne peut pas avoir des systèmes qui s'auto-organisent, des systèmes qui provoquent une émergence, des systèmes qui sont instables, et dire que ce sont des systèmes qui ne sont pas imprévisibles, ils le sont complètement. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien prévoir, mais on ne peut pas prévoir grand-chose. Et plus le système va être complexe, et plus il va être grand, plus il va être constitué de nombreux éléments, et plus il sera par nature imprévisible. D'accord ? Bon, alors on retrouve ici le 12e principe d'Holmgren, qui nous pousse face au changement à être inventif. Et c'est exactement ce qu'il faut garder en tête. De la même manière, Bill Mollison nous disait une fonction doit être assurée par plusieurs éléments. Prenez la fonction stockage de l'eau chez vous, dans votre système permaculturel, et assurons-nous que cette fonction soit couverte par plusieurs éléments et pas un seul. Donc, pour pouvoir stocker l'eau, je vais m'assurer d'avoir peut-être une cuve extérieure accrochée à ma gouttière, et puis une deuxième cuve qui, celle-ci, sera enterrée, parce que si la première devait craquer à cause du gel, j'en aurai une qui est enterrée pleine terre et elle ne sera pas impactée par le gel, donc j'aurai toujours de l'eau. Et puis également créer des mares qui vont elles-mêmes avoir en tant qu'élément d'autres intérêts, mais par rapport à la fonction de stockage de l'eau, l'intérêt évident effectivement d'avoir une conservation de l'eau pendant une bonne partie de l'année, etc., etc. Donc cette logique ici, face à l'imprévisibilité, elle se met en place à travers la redondance. Comment je peux être inventif, comment je peux accepter au mieux le changement et du coup mettre en place dans mon système des éléments qui vont permettre de servir plusieurs fonctions. Et c'est absolument essentiel parce que si on ne prévoit pas au mieux, si on n'anticipe pas au mieux, on va se heurter à cette incertitude, à ce changement permanent auquel on n'est pas toujours vis-à-vis duquel on n'est pas toujours très bien armé. Alors que quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde du vivant, et encore une fois dans nos écosystèmes naturels, il y a des choses absolument extraordinaires et une capacité à dépasser le changement qui nous fait rêver. Je vais vous donner un exemple dans un instant, mais pour bien comprendre notre difficulté, il faut voir principalement dans le monde occidental qu'on a un vrai problème avec le changement. Alors que dans le monde oriental, l'impermanence fait partie de leur philosophie. Et quand dans la philosophie bouddhiste, dans la philosophie hindouiste, il est normal que les choses changent. Et on sait que les choses vont changer tout le temps. C'est une approche de la complexité sans doute beaucoup plus fine que la nôtre, parce que leur philosophie les prépare mieux à ça que nous. En demeurant qu'ils vivent avec l'impermanence et ils savent que les choses vont changer. Donc, ils adaptent leur comportement en permanence et ils sont prêts au changement, ce qui leur donne une flexibilité que nous n'avons pas toujours en Occident et contre laquelle on lutte. On a plutôt tendance, nous, à essayer de graver les choses dans le marbre, à faire en sorte qu'elles changent le moins possible, mais c'est une aberration dans un système complexe. C'est possible dans un système simple, c'est aberrant dans un système complexe. Ça veut dire qu'on pense avoir le pouvoir, nous l'homme, de lutter contre l'imprévisibilité des systèmes. Ça n'a pas de sens, encore une fois. On n'a pas ce pouvoir-là. On ne l'a pas, on ne l'aura jamais. D'accord ? Et je vais vous raconter l'histoire que Francis Allais, qui est un de nos plus grands botanistes, a l'habitude de raconter. Il y a pas mal de vidéos sur le sujet, et puis dans son livre Éloge de la plante, il décrit cette histoire que je trouve très, très amusante et qui est une très bonne illustration de cette capacité du vivant à évoluer chaque fois que le changement s'impose. Et donc, prenons-en de la graine. C'est l'histoire d'Heliconius, qui est un très beau papillon des forêts tropicales, et puis de la passiflore, qui est un végétal, une liane, et qui ont des interactions de prédation. C'est-à-dire que Heliconius, le papillon, se nourrit de la passiflore. Et ça, c'est assez classique. En fait, le papillon mange les fleurs, les feuilles. Bon. Et du coup, la passiflore, qui, comme tout organisme vivant, met en place des stratégies pour se protéger, et jusqu'ici, c'est normal, elle fait face à Heliconius et évolue grâce à la sélection naturelle, hein, c'est le darwinisme qui est à l'œuvre ici, et apparaissent des passiflores qui contiennent une molécule toxique pour les insectes, et notamment face à certains papillons, et notamment face à Heliconius. Donc à partir du moment où cette molécule toxique apparaît, les passiflores, grâce à la sélection naturelle, se reproduisent principalement lorsqu'elles ont cette molécule toxique, parce que du coup, elles ont une chance de survie et donc un avantage reproductif certain sur les autres passiflores. Et petit à petit, les passiflores à molécules toxiques viennent remplacer toutes les passiflores qui n'ont pas de molécules toxiques. Donc, Heliconius a un problème. Il ne peut plus maintenant assumer naturellement sa prédation.
la passiflore avait vécu une attaque, une agression, et maintenant c'est Heliconus qui fait face au changement, un changement totalement imprévisible. Donc soit on en reste là et Heliconus disparaît, soit il est flexible et il s'adapte, et dans ce cas-là, il peut survivre. Donc le choix a été vite fait, il est flexible et il s'adapte. Et comment il s'adapte? Eh bien, Heliconus apprend à ingérer cette molécule toxique, au fil des générations, et finit par être capable de dévorer des passiflores toxiques. Bon. Et en dévorant des passiflores toxiques, il devient lui-même toxique. Donc c'est un papillon qui devient toxique parce qu'il ingère cette molécule toxique de la passiflore. Et ce qui est très intéressant dans la forêt tropicale, c'est qu'un papillon toxique, il a un gros avantage par rapport aux autres papillons, parce que les oiseaux, et il y en a partout dans les forêts tropicales, ne vont pas aller se nourrir sur un papillon toxique, ils préféreront attaquer les autres. Mais comme l'explique très bien Francis Allais, il ne suffit pas comment dire, pour qu'on est toxique. Et donc, il a complètement changé de couleur, Heliconus. Il a pris une coloration qui est très différente des autres papillons de la forêt tropicale, de manière à être reconnu par ses prédateurs, et notamment par les oiseaux. Donc, les oiseaux savent que ce papillon est toxique, et donc ils ne l'attaquent plus. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et à travers cette logique de flexibilité et cette évolution du système complexe, on part à la base d'une relation de prédation qui pousse une plante à aller vers la toxicité et qui génère en bout de course un papillon qui change d'allure et qui est maintenant protégé contre ses propres prédateurs. Mais l'histoire n'est pas terminée, parce que maintenant, on retrouve une passiflore qui est très embêtée, puisqu'elle se retrouve face à un papillon qui, à nouveau, peut la dévorer. Donc, elle fait face au changement, et donc elle s'adapte. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette plante, la passiflore, cette liane? Elle change complètement ses formes foliaires. Donc, les feuilles vont être complètement transformées. Là aussi, de génération en génération, des nouvelles passiflores apparaissent et elles remplacent les anciennes. Et les feuilles de passiflore sont totalement différentes de ce qu'on avait connu quelques générations précédemment, au point que les botanistes finissent par s'y perdre. Ça ne paraît plus être le même végétal. Bon. Et en faisant ça, du coup, elle empêche la prédation d'Heliconus, la passiflore, parce qu'Heliconus, potentiellement, s'y perd, il ne reconnaît pas la passiflore, donc il ne va plus la dévorer. Donc c'est maintenant à Heliconus de se débrouiller et de s'adapter face au changement. Et l'histoire n'est pas finie, parce que maintenant, Heliconus, face à ça, il doit trouver une solution, et il l'a trouvée dans un nectar extrêmement riche qui lui permet de vivre plus longtemps. Et un papillon qui vit plus longtemps, il est capable de mémoriser plus longtemps les formes de feuilles et donc de voir la passiflore évoluer. Et donc, il est à nouveau capable de reconnaître cette passiflore qui a des passiflore sur son chemin et il peut à nouveau la dévorer. On en est presque là. Il y a une dernière étape et puis après, j'arrête. C'est de nouveau la passiflore qui se retrouve très embarrassée et qui va devoir s'adapter. Et elle s'adapte encore et toujours. Et la passiflore, elle fait un truc complètement fou, c'est qu'elle génère un relief sur ses feuilles, un petit relief en forme de boule qui ressemble, à s'y méprendre, à des œufs d'Heliconus. Comme si un papillon était déjà venu sur la feuille et avait pondu sur la feuille en question. Et dans ce cas-là, lorsqu'il y a eu une ponte d'un précédent papillon, un autre papillon n'ose pas s'approcher parce que déjà c'est chasse gardée, et puis ça signifie que si lui-même vient grignoter et en profiter pour pondre, dans la mesure où les œufs sont là avant les siens, les larves vont sortir, elles vont dévorer ses propres larves. Donc, on n'attaque plus cette passiflore puisqu'il y a déjà eu des œufs pondus. Bon, sauf que ce ne sont pas des œufs pondus, ce sont les feuilles de la passiflore qui ont évolué, qui ont créé ce relief, cette rugosité, et qui trompent complètement Heliconus. Et à nouveau, la passiflore se trouve dans une situation favorable et la prédation disparaît par rapport à Heliconus. Voilà, et l'histoire pour l'instant s'arrête là. Et comme dit Francis Allais, ce n'est pas terminé. Ça va encore évoluer nécessairement. On ne sait pas quand précisément. Les botanistes sont à l'affût. Ils se demandent quelle va être la réponse d'Heliconus face à la passiflore. Voilà. Donc, exemple peut-être un peu long, mais qui est assez révélateur de la manière dont, au sein des écosystèmes naturels, face à l'imprévisibilité, il y a du changement, il y a de l'innovation, il y a de la créativité en permanence. Et à chaque fois qu'on refuse la flexibilité et l'adaptabilité, potentiellement, on ne survit pas. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut réintégrer aussi dans le mécanisme cérébral d'Homo sapiens, parce qu'on a besoin absolument de ça pour pouvoir s'adapter aux changements permanents des écosystèmes dans lesquels on vit.
Dernière caractéristique des écosystèmes, c'est le fait que des écosystèmes, des systèmes complexes, tout système complexe est un système ouvert. Ça veut dire quoi, système ouvert? Ça veut dire que un système verru. Et donc, on a toujours un système au-dessus de nous. Puisque nous-mêmes, êtres humains, à travers notre corps, on est un système complexe, on se rend bien compte qu'on fait partie d'une société qui elle-même fait partie d'écosystèmes naturels, qui elle-même fait partie d'un système Terre, qui elle-même fait partie d'un système galaxie, etc. etc. D'accord? Et malheureusement, on a du mal à le comprendre, ça aussi, et on persiste à regarder ces systèmes complexes comme des systèmes fermés, que l'on peut isoler les uns à côté des autres. Mais ça n'a aucun sens. C'est encore une fois faire affront à la complexité et passer complètement à côté de la réalité. Et je pense que l'homme ici est aveuglé par son rapport au temps. Euh, euh, ce rapport au temps nous empêche de nous projeter efficacement de manière spatiale et de mesurer qu'on est finalement qu'un système au cœur de plusieurs autres niveaux de système. Il suffit de voir depuis combien de temps Sapiens existe, à peu près 200 000 ans. Il sort d'Afrique il y a à peu près 70 000 ans et il arrive en Europe il y a seulement 45 000 ans. À l'échelle de la Terre, 4,5 milliards d'années, c'est rien du tout. C'est infime. Si l'échelle du temps sur ces 4,5 milliards d'années était une journée, l'homme serait arrivé à 23h59 minutes. Donc, on est parmi les derniers nés. C'est extrêmement récent, mais on est incapable, d'un point de vue cérébral, de véritablement le saisir. On peut en parler, on peut disserter, on peut l'écrire, mais le ressentir en notre chair, c'est extrêmement compliqué. Donc, on est vraiment dans l'infiniment petit, tant par rapport au nombre d'espèces existantes que par rapport au nombre d'espèces ayant existé jusqu'ici. Okay, et voilà, 200 000 ans, c'est rien. Un arbre, c'est 400 millions d'années. Donc, c'est absolument sans commune mesure. Or, on regarde la vie principalement à l'échelle de la durée d'une vie humaine, parfois même à l'échelle d'une génération de 30 ans. Et au-delà, notre cerveau a beaucoup de mal à se projeter. Et c'est une des raisons de l'immobilisme actuel face à la dérive climatique. Pour nous, demain, c'est toujours trop loin. Demain, c'est inapproprié par rapport à ce qu'on constate dans notre quotidien. Or, le principe des systèmes ouverts va nous rattraper parce que notre vision trop rapprochée et trop court-termiste ne correspond pas du tout à un ensemble plus large que sont les écosystèmes naturels. Donc, de l'importance de développer une pensée complexe, voilà, ce à quoi nous invite Edgar Morin, en toute chose dans la vie, et pas seulement au sein de nos systèmes permacoles. Mais je suis convaincu que la permaculture est un cadre structurel très intéressant pour le faire, parce que effectivement, les auteurs, Mollison et Holmgren, au mi-temps des années 70, avaient compris qu'un système pour fonctionner était naturellement complexe lorsqu'il était intégré dans un écosystème naturel. Et en créant cette méthodologie et ces grands principes que sont la permaculture, la complexité est partout. Et du coup, on va regarder pour finir comment cette pensée complexe peut être mise en œuvre au cœur des systèmes permacoles. Alors, voyons un petit peu comment le permaculteur réagit face au système complexe. La première chose, c'est qu'il doit être fortement invité à abandonner tout dogme et toute certitude face à son système permacole. Je pense que l'autocritique est une hygiène quotidienne. Voilà, il va falloir apprendre à se remettre en cause en permanence. Accepter que l'homme n'est pas toujours rationnel, puisqu'il est aussi, et peut-être surtout très, très émotionnel. C'est ce combat permanent entre et qu'on est soumis à des biais cognitifs qui nous trompent. On a vu déjà un certain nombre de caractéristiques de la complexité, ce choc entre la raison et l'émotion. Donc, il faut apprendre à reprendre à fréquence régulière une vue hélicoptère, une vue de dessus. Il faut aussi apprendre à retravailler davantage en groupe parce que face à un biais cognitif, c'est la vision tierce, c'est la vision du camarade, du voisin, du collaborateur qui va nous permettre de nous rendre compte si on est sur le bon chemin ou si justement on est trop guidé par nos émotions et qu'on a perdu le lien avec la logique rationnelle. Voilà. Et se rappeler que dans un système permacole, tout est spécifique. Finalement, il n'y a pas grand-chose de générique autour de nous. Sinon, les lois incontournables de la vie, alors la thermodynamique, l'homéostasie, la loi de l'hormèse, la sélection naturelle, ça c'est incontournable, on ne peut pas lutter contre. Mais au-delà de ça, le reste c'est du spécifique.
Et les réussites de notre voisin dans le système permacole ne sont pas les nôtres, et réciproquement. Quand on sait qu'il y a 10 milliards de micro-organismes dans une poignée de terre, 10 milliards, donc plus d'êtres humains dans une poignée de terre, plus de micro-organismes qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre, finalement, quelles sont les chances que le terrain de mon voisin ait exactement la même proportion des mêmes espèces de micro-organismes? Les chances en termes de probabilité sont infiniment réduites. Donc, tout est spécifique et donc il faut laisser tomber les dogmes, plutôt s'appuyer sur les grands principes et la méthode, mais se réinventer en permanence. Et c'est ce à quoi nous invite la complexité. Deuxième pensée pour le permaculteur, c'est s'assurer qu'il fera en sorte de relier constamment les disciplines comme on relie les éléments et les fonctions du système et développer et questionner sans cesse cette vision holistique. Il va falloir accentuer l'apprentissage, aller vers plus de d'interdisciplinarité, revenir aux sciences naturelles aussi et combiner ces sciences naturelles avec les sciences humaines. Il n'y a aucune raison de laisser un pan de l'apprentissage de côté. Plus on va réussir à développer cette vision globale et plus on aura de chance d'être en capacité de s'adapter et de subir avec moins d'affront l'imprévisibilité et l'instabilité dont on parlait tout à l'heure. Il est essentiel aussi, alors la dialogique, c'est pas facile. En fait, ce qu'il faut, c'est accepter de considérer les complémentarités entre nous, entre nos différentes pensées, entre nos différents débats d'idées, sans pour autant chercher à effacer des contradictions. C'est pas grave qu'il y ait des contradictions au sein d'un groupe. Ces contradictions sont là pour nous donner du choix. Et ce choix passe par cette logique, cette pensée dialogique, cette double logique, qui consiste à penser simultanément les contradictions d'un côté et les complémentarités, et éviter la synthèse. L'humain a tendance à synthétiser systématiquement. Or, une synthèse, c'est quelque chose d'extrêmement réducteur. C'est trop simple, la synthèse. Donc, si c'est trop simple, c'est anticomplexe. Et au contraire, il va falloir multiplier les pistes, multiplier les points de vue. Et en multipliant les points de vue qu'on va obtenir l'assurance que parmi ces points de vue, il y en aura un qui sera le bon face à un problème encore inconnu, alors que la solution unique, elle n'a quasiment aucune chance, en probabilité, encore une fois, d'être la bonne. Donc, il faut vivre avec cette diversité d'opinions. C'est une richesse folle. Il faut maintenir les contradictions dans le débat, parce que c'est peut-être dans la contradiction qu'encore une fois, on trouvera la bonne solution. Et ce n'est pas du tout aujourd'hui ce vers quoi les modes de gouvernance étatiques, mais c'est vrai aussi dans nos sociétés, parfois même dans nos familles, ce n'est pas ce vers quoi ça tend. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir viser une homogénéisation de la population et de ses comportements, et c'est une erreur majeure, ne serait-ce qu'au niveau génétique. D'accord ? Si l'espèce humaine a survécu, comme n'importe quel organisme vivant, c'est parce qu'il y a eu un brassage génétique. Et c'est ce brassage génétique qui fait qu'on peut s'adapter en permanence à l'évolution des écosystèmes naturels. Si on a une génétique unique et qu'un virus apparaît, c'est l'intégralité de l'espèce qui disparaît puisqu'elle a la même génétique. Donc, au contraire, il faut un brassage pour qu'il y ait plein de possibilités et que le virus en question ne touche qu'une partie de la population. Et je ne fais pas de lien avec le Covid ici, je ne me permettrai pas, mais vous voyez l'idée, d'accord ? Donc, il faut absolument brasser. Il faut brasser aussi les cultures. Le multiculturalisme, il est essentiel parce que dans la culture d'autrui, il y a peut-être évidemment, encore une fois, une solution à un problème qu'on n'a pas encore vu venir. Donc, voilà, la pensée dialogique, elle n'est pas facile. Elle remet en question beaucoup des discours politiques, mais au sein de nos systèmes permaculturels, c'est absolument essentiel. Et sans ça, on aura sans doute du mal à les maintenir. On est aussi invité à accepter la récursivité. Il faut comprendre que le permaculteur produit le système permacole, qui produit lui-même le permaculteur. Adieu la causalité linéaire. Ici, on est vraiment dans la logique des boucles de rétroaction qui sont inhérentes au système. Voilà. Et on n'a pas le choix, c'est comme ça. Il faut accepter ce côté récursif. Donc là aussi, Mollison et Holmgren l'avaient très bien compris et nous invitent à vivre avec la rétroaction, à l'accepter, à l'intégrer et en faire une force autant que possible, ou en tout cas essayer de limiter au mieux ses effets négatifs, donc se poser les bonnes questions, prendre du recul, revoir le schéma dans une vision holistique en permanence, parce que sinon on subit. Il suffit de regarder ce qui se passe avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique aujourd'hui fait fondre à vitesse grand V les calottes polaires. Bon, une calotte polaire qui fond, c'est un rayonnement solaire qui est moins rejeté en dehors de l'atmosphère, malheureusement.
et ça va accentuer le réchauffement climatique. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'effet albédo. Plus l'effet albédo est faible, et plus ça se réchauffe. La calotte polaire, elle a pour avantage d'être de teinte très claire, en l'occurrence, elle est blanche, donc elle réfléchit davantage l'énergie et le rayonnement solaire. Mais si elle fond, elle crée une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire qu'elle vient accentuer encore davantage le réchauffement de la planète, puisqu'elle renvoie moins de rayonnement. Et voilà. Et cette boucle, c'est une boucle sans fin, comme ça, jusqu'à la disparition totale du vivant. Donc, ça n'a absolument pas de sens. Il faut essayer de le comprendre, il faut agir vite et l'intégrer dans nos raisonnements. Ne pas oublier de se rappeler aussi que tout système tend vers le désordre. Ça, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'entropie. Et là aussi, ce n'est pas très grave. En fait, il faut penser le désordre, il faut l'accepter et non le fuir, puisqu'on est face à une règle du vivant, la thermodynamique, et on ne pourra pas lutter contre. Donc, il faut essayer de se préparer davantage à l'inattendu, développer une intelligence stratégique pour saisir les opportunités et faire face aux aléas néfastes, et accepter que ce désordre, comme toute crise, peut se révéler être la source d'un nouvel ordre. Qui dit désordre dit forcément à un moment donné, de nouveau, auto-organisation du système complexe, puisqu'on a dit que c'était une caractéristique. Donc, il ne faut pas avoir peur du désordre. Le chaos est un terme qui est là aussi galvaudé, qui est vu comme quelque chose d'extrêmement négatif. Pas toujours, en fait, le chaos, c'est toujours le début d'un nouvel ordre. D'accord ? Donc, on n'en prend pas peur, on essaie de là aussi de le comprendre au mieux et de se préparer et se rappeler ce que d'autres cultures ont très bien intégré. Il y en a un idéogramme chinois comme ça, mais ce n'est pas surprenant au vu de leur compréhension de l'impermanence, qui signifie crise, mais cet idéogramme chinois signifie également opportunité. Donc c'est le même idéogramme, pour faire simple, le même mot dans notre vocabulaire, pour dire crise et opportunité. Et l'un va avec l'autre, ce sont les deux faces d'une même pièce. Donc ce n'est pas la peine de lutter contre le désordre, il est là, il se produit toujours, à nous d'essayer de mettre encore une fois, l'intelligence stratégique qui permet de limiter les impacts négatifs. Et puis, oublier la simplification de tout ce que je voulais vous dire, puisque, encore une fois, dès qu'on simplifie, on est à l'antithèse de la complexité. Et on est vraiment tenté d'aller vers une conduite de la simplicité, mais il faut essayer de ne pas séduire. Il ne faut pas réduire un phénomène à des dimensions trop limitées. Il faut essayer de suspendre notre jugement, de ne pas prononcer de verdict final. Il faut laisser aussi une place au mystère. C'est vraiment le principe fondamental que Morin appelle le principe d'irréductibilité. Alors bien sûr, à un moment donné, il faut agir, parce que de temps en temps, la complexité, elle appelle la stratégie, et elle nous pousse à prendre des actions, et c'est normal. En tant que permaculteur, il n'est pas question de ne pas agir dans une situation, mais c'est important de se rendre compte que toute action, par définition, par nature, simplifie, elle tranche, elle réduit les possibilités, elle exclut même des possibilités par rapport à d'autres, parce qu'à un moment donné, un choix est fait. Donc, même s'il faut passer par l'action de temps en temps, il faut accepter que cette action, c'est toujours un pari. Et c'est un pari qui doit être au mieux éclairé par la complexité. Donc, c'est un pari qui n'est jamais définitif, c'est un pari qui garde de toute manière une dimension incertaine. Et là aussi, c'est pas grave, mais ça pousse à la redondance des fonctions essentielles. Finalement, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise solution. Nos actes valent d'abord par leurs intentions, et c'est beaucoup. Et ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas ou que ça n'apporte pas l'émergence qu'on avait imaginée que pour autant, ce n'était pas la bonne décision. Voilà, l'action fait partie de la vie, elle est indispensable, mais retenons que ce n'est qu'un pari, qu'il n'y a aucune certitude. Les résultats seront bons, seront mauvais. On s'interroge, on prend du recul, on s'adapte, on est prêt à se relever, on est prêt à recommencer. C'est une expérience qui date d'il y a quelques années maintenant, qui a été faite par des scientifiques qui avaient isolé dans deux pièces séparées un groupe d'enfants, fin de maternelle, 5 ans à peu près, et puis des adultes. Et on leur avait donné à chacun des groupes un peu de matériel, c'est-à-dire une feuille de 1 mètre de scotch, puis un œuf. Et chaque groupe avait, je ne sais plus, 15, 20 minutes, 30 minutes peut-être, pour trouver un système, avec le peu de matériel qu'on leur avait donné, pour faire en sorte que lorsque l'animateur viendra dans la pièce et lâche l'œuf d'une hauteur de 2 mètres, il ne s'écrase pas au sol. Et cette expérience a été répétée un certain nombre de fois pour qu'on puisse en tirer, bien sûr, des conséquences, un constat. Il y avait un protocole scientifique qui avait été mis en place. Et au final, après
l'œuf s'écrasait lamentablement au sol, alors que dans plus de 50% des cas, lorsqu'on allait dans le groupe des enfants, l'œuf ne s'écrasait pas au sol, il atterrissait intact. Et on a essayé de comprendre pourquoi ça fonctionnait comme ça. Et en fait, ce n'est pas tant dans les solutions qui sont trouvées, elles ne sont pas plus ou moins intelligentes, parce qu'encore une fois, on voit bien que ce n'est pas tellement le sujet, c'est dans la manière de penser et de s'adapter. De certes agir, mais de considérer chez les enfants l'action comme un pari, sans aucune certitude, alors que chez l'humain, est dans une planification extrême. Effectivement, chez l'humain, chez l'adulte. L'adulte planifiait tout. Il ordonnançait, il organisait, comme on lui a appris à faire depuis le CP, comme on apprend à le faire dans nos sociétés, etc., dans nos organisations. Et donc, il planifie et il part du principe on doit aller du point A au point B et que voilà, si on a bien fait les choses, et ben, ça va se passer comme on avait imaginé. Voilà. Mais au cœur d'un système complexe, ça ne se passe jamais comme ça. Okay, et donc, malheureusement, la planification n'était pas toujours une aide. Et donc, encore une fois, dans moins de 30% des cas, l'œuf ne s'écrase pas, mais dans plus de 70, il s'écrase. Alors que l'enfant, lui, avait cette tendance à toujours être dans l'essai et dans le refus de la certitude. Et donc, il était capable de partir sur une piste, de l'abandonner parce que manifestement, ça ne semblait pas être la bonne, passer complètement sur autre chose et essayer encore, sans aucune, sans aucune crainte d'être jugé sur ses essais, parce que finalement, il a pour lui de la créativité et donc il a une plus grosse adaptation. À croire que finalement, les enfants ont peut-être une pensée complexe bien plus développée que la nôtre et que le long de notre chemin de vie, face à des obligations d'efficience, d'efficacité et puis une logique très productiviste, on a tendance peut-être à perdre un peu pied avec cette pensée complexe. Mais ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour la récupérer et l'entretenir. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette thématique très large. J'espère que vous avez appris quelques petites choses au passage. N'hésitez pas à compléter vos connaissances sur le sujet. C'est vaste et c'est toujours insuffisant, 1 h 30. Mais on a encore un petit peu de temps ensemble si vous le souhaitez pour les questions. N'hésitez pas à poser des questions. On a répondu plus ou moins à Grégory dans le fil de discussion aux questions. Il y avait une question qui était intéressante parce qu'elle est dans le titre. Hein, j'ai tenté d'y répondre au mieux. Je crois que c'était Marianne qui avait posé cette question et qui qui identifiait un pléonasme dans l'écosystème et naturel, dans le éco et dans le naturel. Donc, ce que je disais à Marianne, c'est que c'était pour mettre en exergue la non-intervention du vivant humain, maintenant que ce pléonasme était tout à fait audible, mais qu'il était aussi là pour parler à un maximum de personnes par rapport au côté naturel. Alors, si tu veux ajouter quelque chose sur ce titre qui peut faire débat. Non, bien sûr, il n'y a rien à ajouter, tu as tout dit. Et puis, de toute manière, effectivement, finalement, oui, les mots comptent, mais ils ne sont pas totalement essentiels. Il ne faut pas non plus qu'ils soient trompeurs. Voilà, on pourrait aussi se questionner sur le mot biodiversité. Il y a beaucoup de mots comme ça autour de nous qui finalement ne sont pas forcément totalement appropriés. Mais plutôt que s'intéresser à l'étymologie, essayons de retenir plutôt la pensée de Descola. Allons par de la naturiculture et ça nous simplifiera grandement la tâche. Voilà, on oublie ce qui est naturel, on oublie la nature. Idéalement, on arrête d'utiliser ce mot. C'est pas facile. Moi-même, je l'utilise encore et on essaie de parler plutôt d'humain et non humain. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas comme nous, on n'est pas comme eux, mais par contre, on fait très clairement partie du même système complexe, qu'il soit éco ou non. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que finalement, il n'est pas véritablement naturel parce que ça n'a pas de sens. C'est même pas un mot qui existe, encore une fois, dans certaines cultures. Voilà. On n'entend pas. Non, je crois qu'on n'entend pas. Oui. Je disais que je n'avais pas vu d'autres questions. J'ai répondu qu'effectivement, le replay serait disponible sur le site de l'UPP et d'Organique Résilience Permaculture. Vous pourrez tout à fait le revoir et puis peut-être partager avec des personnes qui pourraient avoir un intérêt à le revoir ou à le voir tout court. Merci pour vos encouragements. C'est très plaisant de pouvoir noter que cette conférence vous a plu. Merci beaucoup, Grégory, pour la clarté de tes explications. Et
N'hésitez pas, hein, Grégory l'a dit, les webinaires, donc c'est effectivement le conseil d'administration qui impulse les premières thématiques, mais voilà, ce qu'on aimerait, c'est que voilà, toutes les personnes qui pensent pouvoir partager un sujet, alors la permaculture, c'est très large, il y a plusieurs pétales, et donc il y a plein de sujets qui peuvent s'intégrer dans ce webinaire, et donc n'hésitez pas à nous faire signe via l'adresse contact de l'UPP pour qu'on puisse justement vous donner la parole. Je laisse la parole à Grégory. Au revoir. Oui, juste pour conclure rapidement, merci Nawel d'avoir géré les questions au mieux dans l'onglet discussion. Ce n'est pas toujours facile, mais je suis sûr qu'il y a eu plein de choses. Je vais regarder maintenant, moi, a posteriori, de quoi ont été faits vos échanges. J'ai dépassé largement, je ne m'en suis pas du tout rendu compte, passionné par le sujet, je me suis laissé porter et pourtant je me suis restreint. Si vous avez des questions complémentaires qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous écrire, visitez le site de l'UPP. On est aussi là au sein d'Organique Résilience pour répondre à vos questions et interagir avec vous. On se rappelle aussi que donc, le 22 janvier à 13h, deuxième webinaire. N'hésitez pas à relayer ce type de communication aussi lorsque vous recevrez l'invitation. Plus on relaie, plus on est nombreux. Et l'idée, ce n'est pas de faire du volume, c'est de toucher un maximum. Voilà, on n'a pas d'autre intérêt dans ce webinaire de vous toucher, de vous capter, d'interagir avec vous, d'aller chercher aussi votre propre richesse, votre diversité, parce qu'encore une fois, on veut absolument une pensée dialogique. Donc, ce n'est pas moi qui peux me permettre de dire le contraire. Donc, voilà, cette interaction, elle doit aller dans les deux sens. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai été ravi de pouvoir avoir la chance de partager tout ça avec vous. Je remercie mes collègues de l'UPP qui travaillent avec acharnement pour développer la permaculture et puis le savoir populaire au sens large, c'est vraiment notre mission. Donc, on parle permaculture, mais comme l'a dit, on parle aussi de beaucoup d'autres choses. Tout ça est complètement interdépendant. Donc, il n'y a pas de raison de se limiter au dogme permaculturel. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Passez un très bon week-end. Merci pour votre attention. Au revoir. Bye bye.